Bonjour à tous, ici Clovis. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est intuitif dans l'œil de tout le monde. Pourquoi faire des images avec du flou et du net? C'est bien plus sexy. Il est de notoriété publique qu'une image qui a du flou est un peu plus attirante qu'une image qui n'en a pas, notamment lorsqu'il concerne les portraits. Comme on peut voir là clairement entre ces deux photos, il y en a une qui fait très professionnelle, très douce, très jolie, et puis une autre qui est plutôt assez froide, lisse et un peu moins belle. Pourtant c'est le même sujet, c'est le même cadre, c'est tout pareil, mais c'est quand même plus joli d'avoir du flou. Il y a un truc qui est très simple là-dessus que je pense que tout le monde peut comprendre. Le flou, ça permet de pouvoir se concentrer sur un sujet en particulier, et je crois qu'ils ont commencé les travaux là-haut. Ah, Jean-Louis Perceuse a fini, j'espère. On verra. Donc si on prend par exemple cette image, on peut voir effectivement que le flou apporte quelque chose de plus... Voilà. Il a repris. Bon, bref, sur cette image, on va la tourner quand même, je pense que vous m'en tiendrez par rigueur. Mais sur cette image, on peut donc voir que le flou met en exergue le sujet. C'est ce qu'on doit regarder. Et c'est, on va dire, le rôle premier du flou, mettre une sorte de voile tout moche sur ce qu'il ne faut pas regarder et concentrer le regard sur le sujet, sur ce qui est important. Quand on a commencé à comprendre ça et à l'assimiler véritablement, on va commencer, et c'est un process, c'est pas du jour au lendemain, on va commencer à utiliser le flou à bon escient. Mais la vraie question que je vais aborder aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on aime bien le flou? Alors pour comprendre ça, il faut déjà comprendre comment fonctionne l'œil humain et le cerveau humain. Et qu'est-ce qui fait que le flou, c'est quelque chose qu'on connaît depuis tout petit, même toute notre vie, mais tous les jours, chaque instant, on est confronté au flou à travers nos yeux. L'œil humain est composé de différentes parties. La première partie, c'est la cornée, c'est la partie extérieure. Puis après vient l'iris, c'est la partie colorée, qui peut être grande ou petite. Vient ensuite le cristallin, qui laisse passer la lumière. Et alors le cristallin, il a cette particularité de pouvoir diffracter la lumière. Alors la lumière est déjà diffractée une première fois par la cornée, puis une seconde fois par le cristallin. Et à l'aide de tout petits muscles à l'intérieur de l'œil et de nerfs, on va pouvoir déformer le cristallin, qui va prendre un aspect plus ou moins concave, et qui peut également se rapprocher ou s'éloigner du fond de notre œil, qu'on appelle la rétine. La rétine est tapissée de tout un tas de cellules photosensibles. Ces cellules attrapent la lumière qui a été préalablement condensée par la cornée et le cristallin, un petit peu comme une loupe. Les cellules photosensibles convertissent la lumière en information électrique à travers le nerf optique jusqu'au cerveau, plus précisément jusqu'au lobe pariétal. Le lobe pariétal, c'est un lobe qui est extrêmement développé chez l'être humain, qui a été développé en même temps que le lobe frontal, ce qui nous différencie pas mal de beaucoup d'animaux. Et ce lobe-là s'occupe principalement de tout ce qui est la gestion de nos sens. Trois principalement, le toucher, l'ouïe et la vue. Il touche principalement à la proprioception. Comme il est très développé, et évidemment il est relativement gros. Et on va voir pourquoi est-ce que ça joue un rôle important dans l'appréciation du flou à l'image. Si on prend un petit peu de distance par rapport à ce petit schéma là qu'on vient de voir, on se rend compte que véritablement notre humain fonctionne exactement comme un appareil photo numérique ou une caméra numérique. Exactement pareil. On a l'objectif, la cornée, l'iris, le cristallin, qui tout ensemble captent la lumière et la projettent derrière sur notre capteur digital, comme les font donc les objectifs, sur notre capteur digital, qui pour nous est la rétine, et l'autre c'est un capteur full frame ou micro 4 tiers ou peu importe. Puis là, toute l'image est inversée, comme on a pu voir d'ailleurs dans la vidéo sur le métabone que ça paraît être, tac tac, attends, hop, ici, non, là, voilà, merci. Du coup, toute l'image est inversée et retranscrite sous forme d'information électrique jusqu'au processeur, aka le cerveau. Et là, tout est remis dans le bon sens, etc. Et c'est intéressant de voir qu'on a pris exactement le parti d'avoir des caméras ou des appareils photo numériques qui fonctionnent exactement pareil que l'œil humain. Il y a vraiment des grosses similitudes entre les deux. Le corps humain, il aime pas dépenser de l'énergie. C'est un peu un radin de ce côté-là. Il déteste dépenser l'énergie inutilement s'il peut s'en passer. C'est comme ça, c'est lié à des milliers, des millions d'années d'évolution. L'énergie, si elle peut être économisée et attribuée à d'autres tâches, elle le sera. C'est vrai que maintenant, on n'a plus trop de problèmes pour ingurgiter de l'énergie. Le corps humain, il continue à vouloir la sauvegarder le plus possible et à la stocker à notre grand malheur. Du coup, on a un lobe pariétal qui est relativement gros. Lui, il s'occupe du coup de traiter cette information, en l'occurrence plutôt visuelle. Il est principalement alloué, surtout le lobe pariétal supérieur, principalement alloué à l'analyse des images, et ça va lui demander beaucoup d'attention, se focaliser pour analyser toutes les formes, tous les contours. Il aime pas être en surcharge, tu vois, être à 99% max de ton CPU intellectuel, il aime pas. Il peut le faire, mais il aime pas. Donc il va te donner ce sentiment que c'est pas forcément ce qu'il a envie de voir. Lui, il a envie de voir du flou. Et ça, il sait très bien traiter cette information, et c'est comme ça que notre œil s'est développé, s'est créé. Il sélectionne le net, le flou. Et faites cette expérience,
expérience, votre œil le fait tout au long de la journée. Quand vous êtes, je sais pas, adossé au carreau du bus ou de la voiture et qu'il pleut dehors et qu'il y a 2-3 gouttelettes sur la vitre, si vous regardez ces gouttelettes, elles sont nettes et vous les voyez bien, vous ne faites même pas attention en fait que tout l'arrière-plan est complètement flouté. Et si par contre vous regardez les voitures qui défilent à travers la fenêtre et que vous changez votre point de focus, les gouttes disparaissent parce qu'elles deviennent floues. Et c'est complètement inconscient, on le sait pas. Le cerveau, lui, il le fait tout le temps, on le fait en permanence, c'est comme respirer, c'est complètement naturel, c'est un réflexe chez nous. Et c'est le cerveau qui a mis en place ce process de manière à pouvoir économiser un maximum d'énergie dans l'analyse de la vision, qui est probablement notre sens numéro 1, celui sur lequel l'intégralité de notre entité repose. Et il faut bien comprendre que des images qui n'ont pas de flou peuvent du coup donner trop d'informations à l'œil, qui peut lui demander un peu trop d'énergie ou d'attention pour pouvoir l'analyser, donc du coup nous donner un sentiment mitigé d'appréciation de l'image. Et puis à l'inverse, trop de flou peut créer une image qui est un petit peu surréelle. Et du coup, là aussi, titiller notre cerveau qui va essayer de comprendre et d'analyser ce qu'on essaie de cacher dans le flou, pourquoi est-ce qu'il y a ces formes un petit peu cheloues. Du coup, là aussi, nous demander beaucoup de travail. Du coup, c'est pas forcément l'image qu'on va apprécier. Mais entre pas de flou et beaucoup de flou, il y a une énorme plage dans laquelle on peut jouer, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre du flou, pas du tout. Il y a des compositions, que ce soit des paysages ou même des portraits ou des très gros plans, qui ne nécessitent pas de flou du tout, parce que l'image est belle, parce qu'elle est lisible, elle est intelligible, parce qu'elle est détaillée, mais qu'il y a une histoire qui se raconte par exemple. Dans ce cas-là, mettez pas de flou. Et à l'inverse, il y a des fois, on a vraiment envie d'exagérer ce côté flouté en arrière-plan pour mettre en exergue le sujet, mais de manière générale, si vous ne savez pas pourquoi il n'y a pas de flou ou pourquoi il y a beaucoup de flou, essayez de rester dans une zone avec une image qui serait plaisante à l'œil humain, basée sur ce que l'œil humain serait capable de voir. Donc maintenant que vous comprenez comment fonctionne le cerveau, j'espère que vous allez pouvoir essayer de créer des images qui soient un petit peu en adéquation avec ce que l'œil humain est capable de voir. C'est comme ça que vous allez créer des images qui sont plus facilement acceptées par tout notre cerveau, tout le système d'interprétation de l'image. Ça veut dire que vous allez peut-être pas tourner toujours au 50 mm 1.4, au 85 mm 1.4, peut-être que vous allez fermer un peu votre diaph, peut-être que vous allez prendre des focales un petit peu plus large de manière à diminuer un petit peu ce flou lorsqu'il n'est pas nécessaire, n'est pas utile à votre narration par exemple. Mais encore une fois, ça reste une règle globale, comme la règle des 180. C'est pas une règle qui est stricte. Jouez, si vous en voulez pas, vous en voulez pas. Si vous en voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, moi je serais curieux de savoir si d'ici quelques années, les chercheurs qui travaillent sur le sujet d'ailleurs actuellement seront capables de sortir une caméra qui pourrait remplacer un œil humain pour les personnes atteintes de cécité ou les malvoyants, et cette caméra pourrait directement communiquer avec notre lobe pariétal et envoyer des images. Si tel est le cas, alors on touche un peu au transhumanisme, mais on pourrait carrément avoir des caméras avec des zooms incroyables, être sûr d'avoir la netteté tout le temps, de pas porter de lunettes peut-être, plus jamais. Voilà, c'est un rêve qui fait un petit peu peur quand on commence à vouloir mettre de la technologie dans notre corps, mais je trouve ça très intéressant d'un point de vue scientifique, mais ce n'est évidemment pas le sujet de cette vidéo, donc je crois que je vais arrêter là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Évidemment, si vous avez appris un truc, vous savez, ça prend une seconde, mettez un petit pouce bleu, je vous demande pas 1 euro, mais en tout cas de nous donner de la force. Mettez-moi un petit commentaire sur les prochains sujets que vous voulez aborder, vous savez que ce soit les pouces bleus, les commentaires, ça aide le référencement YouTube de la chaîne, tous les commentaires sont bienvenus, je les lis tous. N'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, tout ça, vous connaissez. Et ben je vous dis à la prochaine vidéo, c'était Clovis.